Monsieur le modérateur, lorsque j'ai pris la thématique santé nutritionnelle et performance académique, j'ai été très content de prendre cette thématique parce que en décembre 2023, j'ai été également invité dans cette salle pour parler de la nutrition, du vieillissement et du longevisme. Toutes choses que nous faisons pour, en effet, sensibiliser la communauté sur le lien entre la nutrition et la santé. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la santé nutritionnelle et des performances académiques. En réalité, j'imagine qu'on voudrait nous demander de faire le lien entre la santé, la nutrition et le bien-être. Parce que pour être performant, nous devrions être en santé. Mais en fait, qu'est-ce que nous devrions faire pour garder cette santé, avoir le bien-être et devenir performant au lieu du service? J'ai essayé de regarder les contours par lesquels je vais prendre la question et j'ai estimé que c'est par des questions. Et je suis convaincu que si nous déroulons on regarde, on chemine sur ces questions, on va tirer les conclusions nettes sur le lien nutrition, santé et performance professionnelle et académique. La première question, c'est pourquoi mangeons-nous? Quelle est l'influence du cycle de vie sur la nutrition? Comment ce que nous mangeons peut affecter notre performance? Et qu'est-ce qu'un régime alimentaire sain et équilibré? Parce que tout le temps, je vais parler utiliser ces deux termes, sain et équilibré. Comment mieux nourrir son cerveau pour une meilleure performance? Bref, nous allons passer à la conclusion pour dire exactement quel est le lien entre la nutrition et la santé. Alors, s'agissant de pourquoi nous mangeons, en réalité, lorsque l'estomac est vide, le cerveau doit commander des substances chimiques pour nous amener à rechercher de l'énergie ou des nutriments dont nous avons besoin. Lorsque l'estomac est également vide, le même phénomène, l'estomac est plein, le phénomène inverse peut se produire. Ça veut dire que nous mangeons d'abord pour nos besoins physiologiques. Ensuite, nous pouvons manger pour combler nos émotions. Lors des joies et des succès en famille, nous faisons des fêtes, on mange. Nous pouvons manger, bref, le stress, le besoin de réconfort, le succès, la tristesse, la solitude, l'échec, sont également des conditions qui peuvent bouleverser nos façons de s'alimenter. Soit nous allons manger plus ou davantage, on va rester anxieux et ne pas manger. Nous pouvons également, nous mangeons aussi pour des plaisirs organoleptiques, parce que les aliments ont des bonnes saveurs, des bonnes flaveurs. Et donc, nous avons envie de manger parce que c'est le goût et la flaveur que nous recherchons. Et donc, l'homme a tendance à être en train de tester les aliments, tester à cause de leur qualité organoleptique. Nous mangeons également en fonction de nos cultures, de nos croyances, de notre environnement socio-culturel. Donc, voilà les circonstances dans lesquelles on peut encore continuer à spéculer sur la question. Mais voilà les circonstances dans lesquelles nous sommes obligés de manger. Mais, en tant que biochimiste et nutritionniste particulièrement, nous savons que l'homme doit manger parce que l'homme a essentiellement trois besoins. Les besoins énergétiques, les besoins en principe constructeurs et les besoins protecteurs. Nous devrions avoir l'énergie et protéger notre organisme. Et comme vous constatez ici, les besoins énergétiques viendront des aliments que vous reconnaissez ici. Les tubercules, les céréales, les oléagineux. Vous allez comprendre que notre alimentation devrait varier en fonction des quatre phases, de ces quatre phases de la vie. Auquel cas, nous nous affilions vers une alimentation déséquilibrée ou malsaine qui peut conduire à des pathologies et donc réduire nos performances. Et donc, s'agissant donc des 1000 premiers jours de la vie, l'enfant, c'est un enfant, un nourrisson, d'abord un fœtus, ensuite un nourrisson, ensuite qui va grandir, devenir des jeunes enfants. Vous voyez donc qu'il doit manger pour le développement de ses organes et pour la croissance. Ici, c'est l'adolescent. Le jeune adolescent, il a des besoins spécifiques parce qu'il a une masse grasse, une masse musculaire, une masse osseuse, une modification hormonale qui l'oblige à avoir des besoins bien spécifiques
qui ne sont pas les besoins d'un adulte, ni ceux d'un enfant. Et nous aurons la personne âgée. La personne âgée, le tube digestif est fatigué. De la bouche à l'anus, il y a beaucoup de choses qui font défaut et par conséquent, il doit également modifier l'alimentation pour avoir une vie saine. Et donc, si nous regardons au niveau du cerveau, on va dire que la nutrition est adéquate et essentielle pour le développement du cerveau et joue un rôle crucial dans le développement physique, social, émotionnel chez les jeunes enfants pendant les 1000 premiers jours. Je dois rappeler ici que le cerveau humain se développe à 85% pendant la phase des 1000 premiers jours. Ça veut dire une mauvaise alimentation du nourrisson dans les 1000 premiers jours impacte directement sur son cerveau et ceci peut-être pour tout le reste de la vie. Et donc, le cerveau aura besoin de beaucoup de nutriments. Et c'est ce cerveau qui va d'ailleurs commander toutes nos performances physiques et intellectuelles. Et donc, le cerveau, comme vous constatez ici, nous aurons beaucoup de nutriments dont le cerveau aura besoin. Et on a besoin des nutriments pour la prolifération des neurones, la croissance des axones, la formation des synapses, la myélisation et l'apoptose. Et ces nutriments sont cités ici. Les protéines, les glucides, les acides gras essentiels, le fer, l'iode, le zinc, la choline, les vitamines du complet. Bref, l'organisme a besoin le cerveau particulièrement, a besoin d'un très grand nombre de nutriments pour se développer. Et il n'y a que l'alimentation pour apporter les nutriments. Et donc, nous disons ensuite que le cerveau est l'organe qui est gourmand en énergie. C'est l'organe qui va utiliser beaucoup de glucose. Et l'utilisation de ce glucose va nécessiter les protéines, les vitamines et les minéraux. Parce que tant que tout ce complexe n'est pas présent, cette énergie qui est le glucose ne sera jamais transformée effectivement en énergie utilisable. Nous avons besoin de construire les tissus. On a besoin des acides gras polyinsaturés. Et ces acides gras polyinsaturés qui seront apportés par une bonne alimentation vont être convertis en EPA ou encore en DHA, élément indispensable à la reconstitution des tissus au niveau du cerveau. Et donc, maintenant que j'ai dit, que j'ai montré pourquoi nous mangeons, l'importance de la nutrition pour le développement du cerveau, nous allons constater, je dois dire à l'assistance que le corps humain, chacun de nous ici, peut se retrouver dans un des stades cités. Nous pouvons être en état postprandial ou absorptif. On peut être en état absorptif, comme on peut être en état de jeûne prolongé, ou à défaut, en état de stress ou d'activité physique. Alors, chaque état, les états-là vont parfois se chevaucher. Et notre fonctionnement, le fonctionnement de notre corps dépendra de ces états. Cela veut dire qu'à l'état postprandial, c'est-à-dire les 3 à 5 heures qui vont suivre le repas, l'hormone qui conditionne le fonctionnement de notre organisme, c'est l'insuline. Et c'est une hormone de stockage. C'est-à-dire que l'organisme est appelé à stocker les molécules. Les molécules qui seront utiles. Et dans ce stockage, il réussit à fabriquer des molécules qui ne sont véritablement pas utiles à l'organisme. Juste parce que nous l'avons obligé à le faire. À l'état post-absorptif, c'est l'hormone glucagon, c'est-à-dire l'hormone de déstockage. Et dans les jeûnes prolongés, vous constatez effectivement qu'il n'y a rien dans l'organisme et donc le glucagon va continuer. Donc ça veut dire que si nous recherchons la performance et le bien-être, nous devrons nous rassurer de l'état qui est le meilleur. Alors, nous avons dessiné ici 2 groupes, 2 graphes, et les 2 graphes représentent 2 individus. Si nous prenons le premier graphe, il s'agit d'un individu qui a des repas journaliers espacés d'au moins 6 heures. Vous constatez que si nous espaçons les repas de 6 heures, si nous prenons le premier repas à 8 heures, et nous le prenons encore à 12 heures, on va constater qu'il y aura un chute d'insuline et une élévation de glucagon. Si à 14 heures, nous prenons encore un autre repas, donc il y aura des perturbations, bref, des chevauchements entre la production de l'insuline et la production de glucagon. Ça veut dire que l'organisme va tantôt déstocker
tantôt stockés. Même si vous êtes sédentaire. Par contre, si nous prenons l'individu B, nous allons constater que l'individu B est un individu qui consomme des repas dans des espaces très étroits, de moins de 3 heures. Et par conséquent, il garde tout au long de la journée un taux élevé d'insuline et un taux très bas de glucagon. C'est-à-dire que tout au long de la journée, c'est un individu qui passe sa journée à stocker. Il stocke les protéines, il stocke le glucose. Et comme les liquides de stockage de glucose sont connus, il va convertir l'excès de glucose en protéines, en lipides, en cholestérol, et il va donc perturber avec le temps tout le métabolisme du corps. Et donc, si nous regardons bien ces deux individus, l'individu A, avec des pics de glucagon, aura tendance à utiliser les réserves énergétiques de l'organisme. Donc, il élimine ce qu'il a consommé avant de remettre. Et donc, on peut présumer qu'il aura un statut nutritionnel normal. Il aura une faible exposition à des maladies chroniques liées à la nutrition. Il aura un bon index de bien-être et de santé. On peut présumer qu'il peut, ou pas, il peut ne pas avoir de somnolence postprandiale, c'est-à-dire qu'il ne va pas passer le temps à somnoler au bureau à cause de la fatigue liée à la digestion. Et il peut être un individu qui est en santé, qui a un bon bien-être, il peut être assidu, il peut être présent et il peut être productif. Par contre, l'individu B, qu'est-ce qui va se passer? Avec des pics de glucagon, l'individu A va produire, qu'est-ce que je dis? L'individu B, c'est les pics d'insuline, je prends autant pour moi. Il va produire et stocker des graisses, du cholestérol, les triglycérides, les protéines, tout au long de la journée. Il ne va pas donner la possibilité à l'organisme d'utiliser les réserves. Et donc, comme conséquence, on s'attend à ce que cet individu ait un mauvais statut nutritionnel. Ça peut commencer par le surpoids, l'obésité. Il peut avoir une forte exposition à des maladies chroniques liées à la nutrition. Il a un faible index de bien-être et de santé. Il a tendance à élever sa somnolence postprandiale et une tendance à l'absentéisme, à une faible productivité. Nous comprenons donc que si nous passons toute la journée à manger et pas n'importe quoi, nous ne laissons pas l'occasion à notre organisme de déstocker. Et donc, pour éduquer les populations, nous disons aux populations de consommer des régimes alimentaires sains et équilibrés. Dans le mot sain, qu'est-ce que nous mettons? Nous mettons des régimes qui ont beaucoup de fruits et légumes. Quand je le dis, c'est parce que les fruits et légumes ont la particularité d'avoir presque toutes les vitamines du groupe B et du groupe A, du groupe B et des vitamines liposolubles. C'est le groupe dans lequel vous allez retrouver les acides gras essentiels et beaucoup d'antioxydants qui peuvent protéger l'organisme. Des céréales complètes. Le mot céréales complètes ici parfois renvoie. Bref, c'est parce que les farines que nous avons ne sont pas toujours faites de céréales complètes, parce que la graine de blé ou de maïs, le grain de blé ou de maïs est constitué de plusieurs parties. Et par conséquent, au cours de la fabrication de la farine, on peut décider de faire une farine débarrassée de sang, c'est-à-dire de fibres, faire une farine débarrassée de germes, c'est-à-dire la partie qui contient les protéines et les lipides du grain. Et par conséquent, la farine est typiquement amidon. Ça, ce sont les cas de farine qu'on va retrouver très souvent dans les pays où on ne contrôle pas beaucoup la qualité de ce qu'on mange. Mais nous conseillons les farines complètes. Les légumineuses, les légumes secs, les fruits à coque et les graines, les poissons gras riches en acides oméga 3 et les huiles végétales. Par contre, c'est un régime dans lequel on doit exclure les viandes rouges, les viandes transformées, les aliments contenant beaucoup de sucre ajouté, les matières grasses solides, le lait entier, les produits laitiers. Bref, ceci, j'ai présenté les cycles de vie, concernera plus les personnes adultes, parce que les plus jeunes, les adolescents, auront besoin de presque tout, puisque c'est des gens qui bougent beaucoup. Ils peuvent être éduqués, qu'une fois arrivés à ce stade de la vie, ils pourront annuler certains comportements, mais pour des adultes, c'est des choses à éliminer. Et le régime équilibré, pourtant pour moi ici, c'est un régime dans lequel on devrait retrouver, je dis bien régime équilibré, on doit retrouver les proportions, bref, on doit retrouver les aliments de tous les groupes, et tous les jours, et les aliments d'un même groupe en grande quantité, bien sûr en respectant toujours les proportions
parce que les nutriments ne sont pas demandés de la même manière dans l'organisme. Un régime équilibré, sain, très connu, c'est un régime qui est riche en aliments énergétiques, riche en vitamines, hydrosolubles, liposolubles, minéraux, fibres, eau et antioxydants, dont l'organisme se sent protégé. Ce régime est un patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est le régime méditerranéen. Régime qui est très appliqué dans la partie nord de l'Afrique et la partie sud, donc c'est les peuples qui sont tout autour de la Méditerranée. Et vous constatez que ce régime est caractérisé par sa grande densité de fruits et légumes et très faible proportion à la consommation des viandes, mais également très forte consommation des produits de mer. C'est un régime dans lequel il n'y a pas de bière, il y a beaucoup d'eau, un peu de vin seulement, et dans lequel les repas en famille, la pratique d'activité physique sont des choses qui sont conseillées. Une autre chose également que nous devrions peut-être faire si nous avions compris la nécessité de bien se nourrir, c'est de savoir choisir les aliments en fonction des étiquettes. Choisir les aliments en fonction des étiquettes parce que la plupart du temps, nous faisons nos courses dans les supermarchés. Et dans ces supermarchés, les aliments portent des étiquettes. Et ces étiquettes présentent la valeur nutritive, la quantité. Par exemple, ici, on vous dit cet aliment, c'est 30 grammes. Et dans les 30 grammes, on vous indique les éléments qui sont à l'intérieur, parfois en indiquant la capacité de ces aliments-là à couvrir les besoins de l'organisme. Et parfois aussi, sur les étiquettes, on va vous parler des allégations nutritionnelles. Les gens vont faire de la publicité en disant aliments dépourvus de cholestérol, aliments riches en probiotiques, aliments dépourvus de sodium. Et donc, il y a beaucoup d'allégations alimentaires que l'on peut faire autour des aliments. Alors, à quoi ça sert les étiquettes alimentaires? C'est pour comparer et choisir les produits plus facilement. Savoir quels ingrédients sont présents dans un produit alimentaire. Parce que généralement, dans nos courses, nous les faisons en fonction du prix. Quand vous envoyez les gens faire des courses au supermarché, pour l'article de la même qualité, bref, de la même catégorie, on va prendre l'article selon le prix. Mais en réalité, nous devons faire des courses en fonction de la qualité, en lisant sur l'étiquette. Et donc, comment mieux nourrir son cerveau et être performant? Nous avons dit qu'il faut profiter d'une bonne pause déjeuner avec le repas sain et équilibré. Il faut éviter les repas très copieux au déjeuner qui exposent à une forte phase de somnolence. Nos déjeuners doivent se prendre en milieu professionnel. Et donc il faut éviter de somnoler après. Il faut utiliser l'étiquetage pour mieux choisir les collations. Si nous voulons quelque chose qu'on peut utiliser comme agent de collation, davantage mieux choisir les collations. Choisir de préférence collations à base de fruits et d'oléagineux. Parce que là, ça va pas pousser trop au pic d'insuline. Boire suffisamment d'eau dans la journée, toujours garder sur soi une bouteille d'eau. Alors, nous venons d'énumérer un certain nombre de conseils. En matière d'éducation à la nutrition, je viens de diffuser les informations et je pense que les gens ont reçu ces informations. Je pense. Et je pense que comme ils ont reçu l'information, ils vont comprendre l'information que j'ai passée. Je pense également que s'ils ont compris, ils verront l'importance. Et s'ils voient l'importance, ils vont agir. Cela est faux. Nous devrons aller à une autre étape pour sensibiliser les populations parce que plusieurs facteurs vont influencer notre manière de manger, nos envies et besoins personnels, notre état de santé, notre environnement social. Vous ne voulez pas manger, mais les collègues vous proposent des collations. Vous êtes obligés. L'offre du moment, on mange ce qu'on trouve. La publicité et nos revenus. Et donc, si nous voulons que les gens adoptent des comportements sains qui vont booster les performances, nous devrions statuer sur l'ensemble de ces facteurs qui peuvent influencer et les éduquer. Dit comme je viens de dire, nous pensons qu'on a compris et qu'on peut appliquer, mais je dis il y a une autre étape. Et donc, en conclusion, nous disons que l'alimentation apporte un ensemble de nutriments indispensables au développement et au fonctionnement du cerveau dès la vie intra-utérine, et donc un impact sur les fonctions cognitives, notamment aux âges vulnérables que sont l'enfance et la vieillesse. Un excès d'apport énergétique
entraînent l'obésité et les maladies non transmissibles liées à la nutrition, qui ont des répercussions néfastes sur le cerveau. Vous savez, peut-être les médecins disent AVC, ou dit accident vasculo-cérébral. Voilà, c'est-à-dire que, on dit que c'est une mauvaise, parfois c'est lié à l'alimentation. Donc, les mauvaises alimentations peuvent conduire à un dysfonctionnement, avoir des répercussions néfastes sur le cerveau et donc sur la performance. Une alimentation saine et équilibrée nourrit le cerveau convenablement, saine et équilibrée. Enfin, nous disons qu'adopter de bonnes habitudes alimentaires, même au bureau, est un gage de prévention des MTN. Mieux s'alimenter au travail, un gage de performance et d'efficacité professionnelle. L'étiquetage des aliments transformés fournit des renseignements dont vous pouvez vous servir pour faire des choix d'aliments et de boissons éclairées à l'épicerie et à la maison. Nous sommes conscients que peut-être on ne sommes pas passés sur le contour de la question, tous les contours de la question, mais nous avons de manière un peu très brève, compte tenu du temps qui nous avait été imparti, survoler la question. Nous pourrons encore continuer à discuter sur la question. Merci.